Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de Garrett Nelson et ce qu'on appelle maintenant la cladistique transformée ou la pattern cladistics, qu'il a contribué avec Norman Platnick à faire grimper parmi les systématiciens. Alors, voilà Garrett Nelson à droite et l'Archbundin, son mentor, dont Daniel Gouget a parlé tout à l'heure. Entre les deux personnages s'est établie une relation très étroite autour de la biogéographie, puisque l'Archbundin était spécialiste des chironomes, des petits moustiques chironomes, et spécialiste de la biogéographie. Et Garrett Nelson a tout de suite compris que la question se posait de savoir est-ce que la phylogénétique, est-ce que les relations de parenté entre les taxons permet de nous dire quelque chose sur l'histoire de la Terre, ou est-ce que c'est aléatoire? Enfin bon, c'était une grande question au début des années 70. Et alors, à cette époque-là, tout le monde était, comme l'a dit Pascal Tassi, tout le monde était autour de la systématique évolutionniste de Haeckel et de Darwin. Et donc, on voyait la répartition des organismes comme une migration. Alors ça, c'est la vieille classique, la migration de l'homme, naturellement. Et cet arbre de Haeckel, de la migration de l'homme moderne sur l'ensemble des continents. Et donc, on voyait que là, on arrivait, quand on regardait cet arbre, on remontait jusqu'à la racine et on arrivait au paradis. Ben oui, c'était le centre d'origine. Alors, la question, naturellement, de la biogéographie, c'était un petit peu, est-ce qu'il y a un centre d'origine pour les taxons? Et donc, vous voyez, quelque part, au niveau des Maldives environ, il y avait le paradis terrestre. Bon, voilà. Alors, c'était cette idée de suivre les migrations des organismes à la surface de la Terre que l'on retrouve chez Simpson et Darlington. C'est la biogéographie évolutionniste, avec, ici on a les chevaux qui passent d'Amérique du Nord en Asie, etc. Et bon, c'était cette vision avec ce graphisme très particulier des évolutionnistes, avec des espèces de bulles ou de feuilles autour d'un arbre. Donc après, on est passé à la biogéographie analytique, donc Goodbye Simpson, et avec Hennig et sa règle de progression, où à partir d'une phylogénie, d'un arbre de relation de parenté, on a un argument de règle de progression qui permet de voir un petit peu la polarité des taxons à partir d'un cladogramme. Et c'est quelque chose qui était... bon, pour Hennig, c'était vraiment de la biogéographie basique, mais quand même, elle était argumentée, on pouvait argumenter le cladogramme, et donc on pouvait argumenter le sens de la répartition des organismes. Et l'un des points les plus problématiques pour Brundin et Nelson, c'était les répartitions transatlantiques
essentiellement transpacifiques. Et si vous voyez des chironomes, des diptères répartis en Afrique du Sud, Amérique du Sud et Nouvelle-Zélande. Et donc, entre les deux, il y a l'Antarctique, naturellement, où évidemment, il n'y a pas de chironomes qui vivent actuellement. Et alors là, donc, ils se sont posé la question de savoir comment est-ce que les deux taxons, ces deux familles de chironomes, se sont répartis pour être dans des aires aussi déjointes. Et on a un autre grand spécialiste de la phylogénétique, de la biogéographie phylogénétique, c'est Don Eric Rosen, qui était à l'American Museum of Natural History de New York, et qui a travaillé sur les goupilles des petits poissons d'Amérique centrale, et qui a permis, à partir d'une phylogénie de ces poissons, de reconstruire un peu l'histoire géologique de l'Amérique centrale, et donc l'histoire de la répartition de ces tout petits poissons. Donc c'est avec Gary Nelson, Don Rosen, et également un autre individu, un autre personnage important en biogéographie qui est Croizat. C'est eux qui ont conçu le principe de la panbiogéographie, c'est-à-dire la biogéographie de la vicariance, c'est-à-dire la séparation, la biogéographie, la spéciation allopatrique généralisée sur l'ensemble du globe. Alors naturellement, la personne qui a résolu le problème, c'était Wegener, que personne n'a vraiment admis dans le système académique français pendant longtemps. Maintenant, puisque le mécanisme, là on a un mécanisme physique qui est la dérive des continents, dont Hervé Le Guyédard a parlé tout à l'heure, et qui était effectivement un peu tabou dans l'enseignement français pendant longtemps. Et c'est ça cette dérive des continents, elle explique clairement la répartition disjointe dans une phylogénie. On a par exemple ici la répartition d'organismes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et on arrive à définir une polarité de l'Amérique du Sud vers l'Afrique à partir des phylogénies des organismes qui s'y trouvent. Et là, dans le livre de Nelson et Platnick sur Biogeography and Phylogeny, on a un tableau très important qui est une sorte de mise en parallèle de la biogéographie et de la phylogénie. Et par exemple, l'endémisme, les taxons endémiques, ça correspond à la monophylie et à une apomorphie. Les taxons à large répartition correspondent à la paraphylie et la symplésiomorphie. La dispersion aléatoire des organismes, c'est la polyphylie, ça correspond à peu près à la polyphylie et à l'homoplasie. La dispersion orientée, ce qu'on appelle l'immigration, c'est la polarisation des caractères. Et les berceaux centres d'origine, ça correspond au concept d'ancêtre commun. Et la congruence de patterns biogéographiques correspond à la congruence de patterns de caractères. Et la paralogie, c'est l'aire commune à plusieurs taxons indépendants. Je voulais simplement vous montrer aussi cette figure qui illustre les deux conceptions, puisque Nelson, maintenant, dans la cladistique transformée, ou pattern cladistique, recommande d'éviter absolument les
le positionnement dans un arbre phylogénétique, le positionnement des taxons selon la stratigraphie, c'est-à-dire la chronologie des taxons. Et donc, il est préférable maintenant si quand vous avez un arbre phylogénétique comme ici, celui des vertébrés, l'ensemble des vertébrés, c'est l'arbre de droite, et il est recommandé plutôt de mettre l'âge, de noter, indiquer l'âge stratigraphique des différents taxons séparément, indépendamment de l'arbre lui-même. C'est-à-dire un arbre déconnecté, complètement déconnecté de l'âge. Et puis, pour rigoler, il y a de nombreuses années, c'était en 1980, j'avais publié un article aux Annales de paléontologie sur les relations de parenté entre les grands groupes de vertébrés, enfin entre l'ensemble des vertébrés. Donc vous avez les agnates, les cyclostomes, les myxines, les lamproies, les gnatostomes, etc. Et j'avais proposé un cladogramme. Et c'était M. Lehmann, professeur Lehmann, qui à l'époque était le directeur des Annales de paléontologie, qui m'avait dit « Oh non, non, ça ne va pas ». C'était un cladogramme avec des lignes droites, simplement un bon vieux cladogramme, quoi. Il m'a dit « Ah non, non, ça ne va pas, c'est pas possible ». Donc je me suis acheté un revolver, non pas pour tuer Lehmann, mais pour dessiner des traits courbes. Et j'ai dessiné un arbre avec des traits courbes. Et il était très content. Et donc, c'est bon, l'article est passé. Depuis, tout a bien été... enfin, ça a été publié, mais néanmoins, maintenant, les cyclostomes sont redevenus monophylétiques grâce à la phylogénie moléculaire et aux micro-ARN. Merci beaucoup.